journal de 13 heures sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Tout de suite le sommaire de ce journal. Le Conseil des ministres tenu hier, la réunion marquée par la signature d'une charte d'éthique par les membres du gouvernement. Le compte-rendu rapporte également 4 décrets portant sur la reprise du scrutin législatif dans 4 circonscriptions électorales. La lutte contre la corruption, l'Union européenne engagée à accompagner la Côte d'Ivoire, un soutien matérialisé par le renforcement des connaissances sur le phénomène et une aide à l'élaboration d'un plan de lutte anticorruption. L'Afrique du Sud également à cheval contre la corruption. Le président sud-africain est convoqué comme témoin devant une commission qui enquête sur les soupçons de corruption sous la présidence de Jacob Zuma. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous commençons par cette entrevue entre le chef de l'État, hier au palais présidentiel, et la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo-Témon. La chef de la diplomatie centrafricaine s'est exprimée sur le modèle de développement que représente la Côte d'Ivoire pour son pays. Suivons le point de l'audience avec Viviane Aïma. Reçue au palais présidentiel, Madame Sylvie Baipo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, était porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'envoyé du président centrafricain a déclaré à la presse que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que lors de la première mandature du président de la République de Centrafrique, un de ses premiers séjours était en terre ivoirienne, où il a pu bénéficier d'un accueil très chaleureux et du soutien et des différentes rencontres pour l'accompagner dans justement la gestion de cette première magistrature suprême qui lui a profondément apporté. Et vous êtes informé également qu'il a été réélu récemment, dont l'investiture s'est portée le 30 mars dernier. Et dans ce cadre-là, il était important pour lui de raffermir et de consolider l'excellente relation de coopération que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire entretiennent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier dernier pour un deuxième mandat à la tête de son pays, a déjà effectué une première visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2016. Et nous gardons en mémoire le cadre du palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. Elles portent entre autres sur la reprise du scrutin législatif dans les localités où le vote a été invalidé par la CEI, la signature par les ministres d'une charte d'éthique et la construction prochaine d'un centre sportif culturel et d'éthique consacrant la coopération ivoiro-coréenne. Le compte-rendu de la séance par Viviane Aïma. Après leur nomination le 6 avril dernier, ce mercredi 28 avril, avant le démarrage des travaux du Conseil des ministres, les membres du gouvernement, avec en tête le Premier ministre, ont signé individuellement, sous le regard du président de la République Alassane Ouattara, la charte d'éthique du gouvernement. L'occasion pour le président de la République de demander aux ministres de se soumettre à la loi de déclaration des biens. Le président de la République a en outre fait savoir qu'il prendra des mesures fermes contre l'utilisation des sirènes et gyrophares dans les cortèges des ministres. Le cadre de leurs fonctions ainsi balisé, les nouveaux ministres ont été invités par le président de la République à se mettre au travail. Le Conseil des ministres a ainsi tenu sa séance ce mercredi 28 avril. 4 décrets ont été signés par le président de la République, dont 2 décrets relatifs à la reprise du scrutin législatif dans les circonscriptions où les résultats du dernier vote ont été invalidés par la CEI et dans les circonscriptions où les élus sont décédés. Pour ce qui est des annulations, ce sont les circonscriptions de Gbelo, Gouékan, Konan, Ouaninou, Sabadougou et Santa, communes et sous-préfectures,
la circonscription de Atoto et Jacquesville, commune et sous-préfecture, de la circonscription de Dabouyo et Guéyo, commune et sous-préfecture, et de la circonscription de Dogbo et Grand Bérébi, commune et sous-préfecture. Pour les deux autres circonscriptions où nous avons perdu donc des élus, il s'agit de la circonscription électorale de Séguéla et de celle de Mankono. Ainsi donc, sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, les collèges électoraux de ces circonscriptions électorales sont convoqués à la date du samedi 12 juin 2021 de 8h à 18h en vue donc de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. La durée de la campagne est fixée à 7 jours. Elle est donc prévue s'ouvrir le vendredi 4 juin 2021 à 0h pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Le Conseil a aussi donné son accord au plan de réhabilitation du zoo d'Abidjan. Le gouvernement avait décidé de fermer temporairement le zoo en octobre 2020 en vue d'engager des études techniques pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation et de développement visant à hisser le zoo au niveau des standards internationaux. Ce plan, d'un coût prévisionnel de 500 millions, a été adopté. En outre, l'arrêté qui avait été pris par le ministre des Transports concernant les nouvelles conditions de passage du permis de conduire a été renforcé par le Conseil des ministres de ce 28 avril. Le Conseil a adopté une communication d'information relative à la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Les agents de la gendarmerie, pendant une période de 3 mois, sont requis pour assurer la mission d'inspection pour les examens de passage du permis de conduire, en attendant l'achèvement de la réforme du permis de conduire. Au plan sanitaire, le Conseil a dégagé une enveloppe financière pour lutter contre l'épizootie qui frappe actuellement la cuniculture ou l'élevage des lapins en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à l'épizootie de fièvre hémorragique du lapin dans le Grand Abidjan. À la date du 31 mars 2021, sur une population nationale estimée à 20 000 lapins, 6 315 morts ont été rapportés par les éleveurs. Face à cette menace sanitaire, le Conseil a décidé de mettre en place une stratégie de lutte d'un coût global de 170 millions en vue d'éradiquer cette maladie. Par ailleurs, après Abidjan, qui a eu la primeur de la vaccination contre la Covid-19, c'est tout le reste du territoire qui va être touché par la campagne de vaccination, comme vient de le décider le Conseil des ministres. Cette campagne a démarré effectivement le 1er mars. Au 25 avril 2021, 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose. Aucun effet secondaire grave n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Au regard du taux de vaccination en deçà des prévisions, un plan de déploiement à l'échelle nationale a été adopté par le gouvernement en vue d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Il s'agira de démultiplier les équipes de vaccination aussi bien dans les districts sanitaires de l'intérieur du pays que dans les districts sanitaires cibles du Grand Abidjan. Cette opération a commencé depuis le 26 avril 2021. Le 1er mai, fête du travail, ne sera pas en reste. Cette année, comme les précédentes, la fête du travail sera marquée par une cérémonie présidée par le Premier ministre. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 28 avril de 11h à 13h30. Voilà, c'était là le compte-rendu du dernier Conseil des ministres qui annonçait la reprise des élections législatives dans 4 circonscriptions électorales où le scrutin avait été invalidé par la CEI. Le collège électoral est convoqué le 12 juin prochain. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibier Koulibaly, s'exprimait hier sur le plateau du 20h, suivant un extrait de son intervention. Cette reprise est motivée
par 2 cas. En cas de décès et en cas d'annulation. Le premier cas, c'est le cas de l'annulation. Lorsque les élections ont eu lieu le 6 mars, la loi, le code électoral, autorise toute personne à saisir le Conseil constitutionnel à l'effet pour elle de contester les résultats. Et si, bien entendu, le Conseil constitutionnel, juge des élections législatives en cette matière, fait droit à cette requête, l'élection est annulée. Et elle est donc reprise. Dans le cas présent, il y a Ouaninou, il y a Ouaninou, il y a Grand Bérébi, il y a Jacquesville et il y a Guéyo. Oui, c'est ça. Et dans ces 4 circonscriptions, l'élection sera reprise, mais ce n'est pas ouvert à nouvelles candidatures. Donc ce sont les mêmes candidats qui ont compéti le 6 mars, qui vont compétir encore le 12 juin. Pour le cas suivant, le cas de décès. Alors pour le cas suivant, quand il y a décès d'un député, c'est différent du cas du décès d'un candidat. Lorsque le candidat est décédé, on le remplace. On l'a vu, c'est le cas des tortillas. Et quand le candidat est décédé, immédiatement, on appelle cela le report d'élection. Le candidat est remplacé immédiatement et il est soumis aux mêmes conditions que les autres, mais seulement le candidat, on n'ouvre pas à nouvelle candidature, mais c'est seulement celui qui est décédé qui est remplacé. Et la nouvelle candidature est examinée aussi bien par la commission électorale que par le Conseil constitutionnel. Mais quand il s'agit du décès d'un député, ça veut dire qu'il est élu. Ici, ce qui affecte le processus électoral, c'est la qualité du compétiteur. Donc, ce faisant, l'élection sera reprise, c'est-à-dire on repart jusqu'au début, parce que c'est le candidat qui est touché ici, le candidat élu qui est touché. Donc, et comme la loi ne prévoit pas que le suppléant soit titulaire en cas de décès, alors on reprend l'élection. Oui, bien sûr. Le cas de décès d'un député n'ouvre pas droit à suppléance. Alors là, pas question. C'est l'article 3 de la loi portant suppléance à l'Assemblée nationale qui le prescrit. À Séguéla et à Mankono, l'élection est ouverte à nouveau. C'est-à-dire qu'on va commencer depuis l'éligibilité jusqu'au scrutin, de sorte qu'on s'attend à de nouvelles candidatures. Et ce faisant, tout citoyen intéressé peut donc déposer son dossier à la commission électorale indépendante dans la période du 29 au 8 mai. 29 avril au 8 mai. Oui, du 29 avril au 8 mai. Et puis, il y aura les élections le 12 juin. Voilà, les élections législatives reprendront donc dans certaines localités. Le président de la CEI expliquait le principe de la reprise de ces élections partielles. Cet autre enjeu pour la Côte d'Ivoire dans le domaine sportif, les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. 29 athlètes ivoiriens y représenteront la Côte d'Ivoire dans 7 disciplines. Accompagnés du ministre Claude Danho-Paulin, ils ont été reçus par le Premier ministre Patrick Hachi qui a réitéré l'engagement de l'État ivoirien à accompagner ses athlètes à toutes les étapes de la compétition. On voit cela avec Franck Quadio. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive pour les Claude Danho, accompagné d'athlètes engagés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 chez le Premier ministre Patrick Hachi. Avant l'échéance du 23 juillet au 8 août prochain, la délégation est venue faire le point des préparatifs. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a mis à la disposition des athlètes qualifiés. Dans cette discipline, 29 athlètes, la somme de 200 millions pour leur préparation. Nous sortons d'une audience où nous avons rendu compte au Premier ministre, chef du gouvernement, de toutes les dispositions prises par le comité d'organisation, composé du Comité national olympique, des fédérations, ainsi que des encadreurs, pour assurer une participation honorable de notre pays. Nous ressortons revigorés de cette audience parce que nous avons reçu les conseils avisés, les encouragements. L'athlétisme, l'aviron, le taekwondo, les U23 en football entre autres, les éléphants olympiques entendent jouer leur partition lors de ces joutes sportives. Ça concerne tout le monde, tout un chacun de nous. Et voir à 100 jours des Jeux olympiques le soutien de notre gouvernement, ça nous fait vraiment plaisir. Et les athlètes, chacun de leur côté, se préparent. Vous vous souvenez qu'à Rio, nous avons eu 2 médailles et cette année, nous envisageons de doubler, de passer à 2 ou à 4 ou 5 à Tokyo.
Et avec les performances, les récentes performances de l'ensemble de nos athlètes, en taekwondo, en athlétisme et dans les autres disciplines, nous pensons que cet objectif peut être atteint. Rappelons-le, les Jeux olympiques de Tokyo auraient dû se tenir en 2020. Ils ont été avancés d'une année en raison de la Covid-19. Un autre défi pour la Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption. Le pays donne le top départ pour que les actions soient accentuées avec un ministère dédié, celui de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Ce département du gouvernement ivoirien recevra l'appui de l'Union européenne pour mieux cerner le phénomène et élaborer une stratégie de lutte anticorruption. Dangui. Visite de travail d'une délégation de l'ambassade de l'Union européenne au cabinet du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. À l'issue de la rencontre, Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a assuré les autorités du soutien de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans son combat contre la corruption. Créer un ministère qui est responsable de la lutte contre la corruption, je pense que c'est un signal politique très fort. Aujourd'hui, en tant que l'ambassadeur de l'Union européenne, j'ai salué cette création. Selon l'ambassadeur, l'accompagnement de l'Union européenne va se décliner en une assistance dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la corruption et la mise en œuvre de celle-ci. Ce soutien arrive à point nommé. Il s'agit d'apporter une réponse concrète aux attentes de population, une réponse concrète aux attentes des opérateurs économiques, attentes consistant à développer des outils concrets pour réprimer la corruption et renforcer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne, l'institution d'un ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption montre la volonté politique des autorités de lutter contre l'impunité et la corruption. Et la corruption en Afrique du Sud a abîmé les valeurs constitutionnelles et affaibli l'état de droit. Une affirmation du président Cyril Ramaphosa. Témoignant hier devant une commission anticorruption, il a reconnu que son parti, l'ANC, aurait pu contrer davantage la corruption rampante sous son prédécesseur, Jacob Zuma. La commission Zondo est chargée depuis 2018 d'enquêter sur des soupçons de fraude et de corruption au sein de l'État, ainsi que l'accaparement du pouvoir par une minorité sur la période 2009-2018. L'ancien président Jacob Zuma est au cœur de ces enquêtes. Le développement de la Côte d'Ivoire, nous en parlons, il est soutenu par les États-Unis dans le cadre de la coopération qui lie les deux pays. Le centre opérationnel de la Marine nationale a reçu en mars 2018 un appui matériel et logistique. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire fait le suivi. Abou Sanogo rend compte de sa visite au QG de la Marine nationale à San Pedro. Centre opérationnel de la base navale de San Pedro. Il couvre la zone maritime ouest. Outil important dans le cadre de la sécurité du golfe de Guinée en général et des autres juridictions ivoiriennes en particulier. Ce centre financé par le gouvernement américain et qui vise à renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité maritime a bénéficié lors de son inauguration le 1er mars 2018 d'équipements, matériel et logistique pour son fonctionnement. La visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Richard Bell, au centre opérationnel de la base navale de San Pedro, vise à s'enquérir des conditions de travail des marins et surtout de l'exploitation du matériel reçu. Il a donc visité les systèmes de radar, les systèmes d'identification des navires, de communication et d'informatique. Nous avons, nous, le gouvernement américain, appuyé ce centre opérationnel de la Marine nationale ivoirienne dans le cadre de la sécurité maritime en golfe de Guinée, doté notamment d'un radar. J'ai tenu à venir me renseigner là-dessus. Le chef du centre opérationnel de la base navale de San Pedro a reconnu que la vie et la santé de ce centre sont à mettre à l'actif de la coopération ivoiro-américaine. Le COM San Pedro est un pur produit du projet AirMac dans la mesure où nous avons bénéficié en partie de tous les équipements dont nous disposons au sein du COM. Alors ça a été pour nous un grand plaisir de le recevoir ici. Ce centre opérationnel
permet donc aux forces maritimes ivoiriennes de partager des données, de mieux identifier et stopper les menaces maritimes et de protéger les ressources maritimes du pays en coopération avec les pays voisins. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso travaillent depuis hier sur une 4e réunion du comité conjoint de suivi et évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération. Durant 3 jours, les experts burkinabés et ivoiriens vont échanger sur plusieurs points au centre de ce mécanisme de coopération ivoiro-burkinabé. Les résolutions de ces échanges feront l'objet des prochains travaux du TAC prévus en juillet 2021. Le premier trimestre 2021 aura été fructueux pour la Direction générale des impôts. Elle aura collecté un peu plus de 639 milliards de recettes fiscales pour un objectif de 634,8 milliards de francs CFA. De ce bilan partiel, les perspectives sont tirées pour atteindre les objectifs fixés à l'année 2021. Cheikh Koné. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, le montant total des recettes enregistrées par les services des impôts s'établit à 639 milliards 900 millions pour un objectif de 634 milliards 800 millions, dégageant ainsi un écart positif de 5 milliards 200 millions de francs CFA. Un résultat obtenu au prix de plusieurs réformes. Entre autres, grâce à la bonne tenue de l'activité économique, notamment dans le secteur minier, et aux résultats probants du recouvrement des arriérés. Je souhaite à cet effet que ces résultats encourageants soient consolidés tout au long de l'année avec la poursuite de l'élargissement de l'assiette, l'amélioration du recouvrement des arriérés, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur du cabinet représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a adressé ses encouragements au service des impôts. Monsieur le ministre vous encourage à maintenir ce cap, voire à le doubler au regard des objectifs assignés au titre du deuxième trimestre 2021. En effet, il a attendu de la Direction générale des impôts des recettes à mobiliser d'un montant de 768,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 128,2 milliards par rapport au trimestre précédent. Les recettes de la Direction générale des impôts connaissent une hausse de 74 milliards 800 millions de francs CFA, soit un taux de croissance de 13,2% par rapport au premier trimestre 2020. Des perspectives sont aussi en vue pour la filière coton. Elles portent essentiellement sur le développement par le renforcement de la motorisation. Mais avant cela, un comité de suivi de la filière fait le bilan des centres motorisés installés par le gouvernement. Soro Corona. Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a décidé de faciliter l'accès d'un plus grand nombre de producteurs à la motorisation agricole. Une motorisation pour atténuer le problème crucial de main-d'œuvre, maîtriser le calendrier agricole perturbé par le changement climatique. Pour répondre à ces attentes, 3 centres de prestations de services agricoles motorisés sont ouverts dans les départements de Korogo, Bondiali et Mankuno. Après 2 saisons agricoles, les acteurs tirent déjà les bénéfices. Les producteurs sont le maillot de la filière coton. Si ça va pour les producteurs, c'est que cette année, on a su qu'on va faire une bonne campagne. Avec le tracteur, en tout cas, les producteurs sont satisfaits. À terme, on pourra donc atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir réduire en quelque sorte la pénibilité du travail, essayer aussi de réduire les coûts parce que ça induit une certaine concurrence au niveau de la filière. Il y a les privés qui interviennent, donc avec nos machines, ils sont obligés de s'aligner sur nos coûts. Le blé est bon parce que quand les machines venaient, la production n'atteignait pas 400 000 tonnes. Mais quand on a reçu les machines, cette année, on est en train de partir à 530 000 tonnes. Actuellement, nous sommes à 519 000, mais on n'a pas encore fini les grenages. Après cette expérimentation réussie, Intercoton souhaite l'ouverture d'autres centres de prestation de services agricoles motorisés. Toutes choses pour accroître la production nationale de l'or blanc avec le labour des parcelles dans un délai réduit. J'invite tous mes parents à venir vers les machines pour aller labourer parce que j'ai confiance à mes agents et j'ai confiance aux machines aussi pour leur faire un bon labour pour pouvoir avoir une bonne production. Pour une meilleure gestion de ces centres, des comités de suivi ont vu le jour. Les membres de ces comités vont travailler à rapprocher les producteurs des centres. Chaque centre est doté de 10 tracteurs d'au moins 70 chevaux équipés chacun des GPS de localisation et des mesures de surface.
Voyons à présent le point de la situation sanitaire liée au coronavirus. Le coronavirus ne cesse de muter depuis son apparition. Plusieurs variants sont plus contagieux et plus dangereux et sont répertoriés à travers le monde. Le virus est encore actif en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan sanitaire annonce 58 nouveaux cas Covid, 18 nouvelles guérisons et un cas de décès. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire compte 45 943 cas confirmés, dont 45 469 personnes déclarées guéries, 286 personnes décédées depuis le début de la pandémie et 188 cas restent encore actifs. Un total de 132 434 personnes ont été vaccinées à ce jour en Côte d'Ivoire contre la Covid-19. Dans le domaine de l'éducation, les valeurs de paix, d'excellence et de cohésion sociale sont inculquées aux élèves de l'école élémentaire, les écoles primaires, des notions apprises au cours du Festival des écoles de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage. Plus de 500 élèves et parents d'élèves de l'école primaire publique BAD de Koumassi, mobilisés pour la première édition du Festival des écoles de Côte d'Ivoire. Cette célébration est l'occasion pour ces enfants de faire montre de leur talent de danseurs, d'entrepreneurs, de poètes et de lecteurs. Ces élèves venus de tous les quartiers de Koumassi ont défilé pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de l'hygiène publique. Le Festival des écoles a pour but de valoriser et de montrer tout ce qui est formation pédagogique, tout ce qui est formation culturelle, tout ce qui est formation aussi sociale. L'éducation de l'enfant, c'est tout un tout. Il y a les connaissances académiques, les connaissances de la vie courante qui permettent à l'enfant d'être un citoyen accompli pour l'avenir. Le représentant du maire de la commune de Koumassi, Alphonse Bouaki, et les délégués de parents d'élèves ont soutenu cette initiative. Les initiateurs du Festival des écoles de Côte d'Ivoire comptent l'étendre aux établissements primaires des autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Une manifestation culturelle à présent ce 29 avril est célébrée partout dans le monde. La danse, à l'occasion de la journée internationale. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir le développement du secteur culturel ivoirien. Laure Goretti et Issa Yeo. La danse est un art vivant. Il est défini comme mode d'expression éphémère constitué de séquences de mouvements de corps, souvent accompagnés par de la musique. Les mouvements sont à volonté, rythmiques et façonnés culturellement. La danse est célébrée tous les 29 avril de chaque année. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de cette journée, une semaine entière est consacrée à cette célébration. Pour marquer le clou de cette festivité, du jeudi 22 au jeudi 29 avril 2021, des prestations de danse artistique, des panels et des communications ont lieu dans des communes sur plusieurs sites, à savoir l'Institut français, le Goethe Institute, le Sénac Café et Théâtre de Trècheville, la place CP1 de Yopougon. Pour redorer l'art en Côte d'Ivoire, notamment la danse, le gouvernement s'engage à travers le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle à travailler en synergie avec les acteurs du monde culturel afin de mieux accompagner la création artistique. Notre rôle est de permettre aux artistes et notamment aux jeunes générations de développer leurs projets sur le territoire national, de rencontrer les publics les plus larges à l'international. Au nom du gouvernement, je voudrais féliciter et encourager tous les acteurs culturels, particulièrement les talentueux chorégraphes, les écoles et les centres de formation pour leur fertile esprit de créativité. La Journée internationale de la danse est une manifestation culturelle instituée en 1982 par l'UNESCO et le Comité de danse international CDI.
La culture, véritable outil de rassemblement pour les peuples. L'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, sur l'affaire Tchebeya, un troisième membre du commandant de police qui a tué les deux défenseurs des droits de l'homme, Floribert Tchebeya et Fidel Bazana, témoignent. Eric Kibumbe Banza, dit Saddam, reconnaît avoir participé à l'assassinat de l'assistant et chauffeur du fondateur de la Voix des Sans-Voix et pointe des responsabilités du général Djadja dans le complot. Fidel Bazana serait mort par étouffement. Selon ses dires, le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Ce 29 avril marque également les 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président américain a prononcé hier un premier grand discours devant le Congrès américain, durant lequel il a évoqué ses premières réussites comme la vaccination contre la Covid-19 avec 141 millions d'Américains qui ont reçu leur première dose. Aucun autre pays n'a autant vacciné, selon ses dires. Le plan de relance économique également s'ajoute à son bilan. En son jour de mandat, 6 000 milliards de dollars de dépenses publiques ont été réalisées, une somme qui a servi à verser par exemple 1 400 $ d'aide directement aux foyers américains qui en avaient besoin. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. À 15h, un autre flash d'information vous sera proposé. Bonne fin d'après-midi sur RTI1.